Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, demain lundi 2 octobre, les 255 députés se retrouvent à l'Assemblée nationale. Ces parlementaires de la Chambre basse attendus pour la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire pour l'année 2023. D'autres projets de loi sont également sur la table. Au cours de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale va prononcer un discours. La Côte d'Ivoire veut moins dépendre de l'importation. Le pays mise sur certaines entités agricoles. La souveraineté alimentaire est au cœur de la 6e édition du Sahara. Cette thématique se ressent en parcourant le parc des expositions. Les stratégies pour de meilleures semences et l'autosuffisance rizicole sont exposées. Et depuis ce 1er octobre, le super et le gasoil ont 60 francs de plus sur le litre. Pour les experts, le gouvernement a fait des efforts, ce que saluent également les transporteurs. Le Haut Conseil se réjouit, l'État tient compte de leurs préoccupations, des propositions faites pour que cette augmentation ne se ressente pas sur le coût du transport. Une forte explosion ce dimanche dans la capitale turque Ankara, à proximité du Parlement. Un attentat terroriste perpétré par 2 individus. L'un est mort en activant son engin explosif. L'autre abattu. 2 policiers blessés. Les séparatistes kurdes du PKK ont revendiqué l'attaque. On démarre avec cette triste nouvelle ce communiqué de la présidence de la République suite au décès de M. Youssouf Bakayoko. J'ai appris avec grande tristesse le décès de l'ambassadeur Youssouf Bakayoko, ancien président de la commission électorale indépendante, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien député, ancien maire de la commune de Séguéla. Décès survenu le samedi 30 septembre 2023 en France. Je salue la mémoire de ce diplomate chevronné et grand serviteur de l'État qui a occupé ses hautes responsabilités aussi bien dans l'administration de son pays, la Côte d'Ivoire, qu'à l'étranger. Il a exercé ses fonctions avec compétence, rigueur et abnégation en privilégiant toujours l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais au nom du gouvernement et en mon nom personnel présenter mes condoléances les plus émues à ses enfants ainsi qu'à la grande famille Bakayoko et à toutes les familles alliées. C'est signé Alassane Ouattara, président de la République. C'est ce que prévoit la réforme constitutionnelle de juillet dernier, la double session au Parlement ivoirien. Demain, les députés seront à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire pour l'année 2023. Cette période consacrée à l'examen du budget de l'État et d'autres projets de loi. Moussa Konaté. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2023. Les 255 élus de la nation sont convoqués à l'hémicycle ce lundi 2 octobre par le président Adama Bictogo. Cette deuxième session, désormais instaurée dans le fonctionnement du Parlement ivoirien, fait suite à l'adoption de la nouvelle réforme constitutionnelle le 25 juillet dernier. La modification comportait dans son article 94 que chaque année, le Parlement se réunit en plein droit en 2 sessions ordinaires. La première session de l'Assemblée nationale commence le 3e lundi ouvrable du mois de janvier et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de juin. La deuxième session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Les députés et sénateurs avaient donc voté à la majorité le texte de la réforme constitutionnelle. Sur la table des députés pour cette deuxième session, 18 textes de loi ainsi que le vote du budget de l'État avec le passage des différents membres du gouvernement devant la Commission des affaires économiques et financières. À cette cérémonie solennelle d'ouverture, le patron de l'hémicycle va prononcer un discours d'orientation. L'allocution du président Adama Bictogo portera sur les activités parlementaires à venir, la vie politique, économique et sociale du pays. La séance va enregistrer la présence d'une délégation du Parlement panafricain en mission en Côte d'Ivoire. Depuis ce 1er octobre, le super et le gasoil ont 60 francs de plus sur le litre. Le gouvernement dit avoir limité l'augmentation au regard de la hausse sur le marché mondial. Les transporteurs saluent ces efforts et pensent donc au respect du coût du transport. Dans une déclaration, le Haut Conseil rassure. On le voit avec Franck Quadio. Réajustement des prix du super et du gasoil dès ce dimanche 1er octobre. Les acteurs des transports routiers en première ligne, des couches socio-professionnelles impactées, prennent acte et rassurent leurs pairs et l'opinion. Leurs préoccupations ont été prises en compte. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire et les organisations de conducteurs routiers
ont porté à l'attention de M. le ministre des Transports un certain nombre de préoccupations qui, si elles sont prises en compte, permettront aux transporteurs de supporter les effets du réajustement des prix du super et du gasoil à la pompe sans les répercuter sur les tarifs de transport. Ces points sont l'application stricte du décret relatif aux contraventions, les amendes qui en découlent et la suppression de la perception de l'amende de 22 500 francs CFA. Le respect des 33 barrages de contrôle routier réglementaires. Des transporteurs qui, après la conférence conjointe des ministres du Commerce, du Pétrole et des Transports, marquent leur position. Nous, transporteurs routiers ivoiriens, reconnaissons et saluons les efforts du gouvernement qui s'est toujours montré attentif à nos secteurs en bloquant les prix du gasoil pendant plusieurs années. Au vu de ce qui précède, les transporteurs routiers prennent acte et invitent l'ensemble des opérateurs du secteur du transport routier à maintenir les tarifs de transport actuellement pratiqués. Le patronat du transport et les entreprises du transport routier sollicitent aussi un cadre de concertation pour un meilleur traitement des questions liées au secteur, et ce en attendant les prochains états généraux des transports routiers. Et les experts des questions pétrolières et énergétiques estiment que cette hausse est faible. Une mesure sociale de la Côte d'Ivoire au regard des coûts sur le marché international. Le gouvernement veille à préserver le pouvoir d'achat des populations. Un ajustement maîtrisé, c'est ce que disent les spécialistes que Léon Brou a rencontrés. Le monde entier se partage en ce moment seulement 100 millions de barils de pétrole brut par jour, l'équivalent de 75% de la demande mondiale d'énergie. Ce déficit causé par la crise russo-ukrainienne et la forte relance post-Covid des activités économiques et industrielles est creusé par la récente décision de la Russie et de l'Arabie Saoudite de réduire de 1 300 000 barils par jour leur production de pétrole brut. C'est un déficit immense que les marchés ne peuvent supporter et qui affole évidemment les places de marché internationales. Du coup, le prix du pétrole brut grimpe et lorsqu'il grimpe, nous assistons vraiment à une tension sur le marché international. C'est une tension qui affecte tous les pays du monde. Tous les pays, ce n'est pas l'apanage d'un gouvernement en particulier. Et donc, cela se ressent immédiatement sur les prix à la vente des produits pétroliers, dont notamment les carburants. Voilà qui explique la hausse du prix du carburant depuis ce dimanche 1er octobre 2023. 875 francs le litre de super et 715 francs le gasoil à la pompe, soit 60 francs CFA, la majoration des anciens prix en Côte d'Ivoire. À la différence de certains autres pays qui ont, eux, appliqué directement la répercussion. C'est-à-dire que le prorata de ce qui a été causé par l'envolée des prix internationaux, ils l'ont directement répercuté sur les produits pétroliers disponibles à la pompe. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. La Côte d'Ivoire adopte un mécanisme d'ajustement. Il s'agit pour l'expert d'un ajustement social, le gouvernement préservant contre ses efforts le pouvoir d'achat des populations. Il convient de reconnaître que dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un ajustement qui est effectivement social et qui n'a rien à voir avec les répercussions qui sont pratiquées dans certains autres pays d'Afrique, où par exemple les répercussions qui ont été récemment enregistrées sont de l'ordre de 25%, alors qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, quand on prend par exemple l'essence qui est passée de 815 francs à 875 francs, nous sommes dans un ajustement d'un ordre nettement inférieur à 8%. Trop tôt pour quantifier les efforts du gouvernement, mais ceux consentis dans le cadre des chocs derniers du pétrole représentent entre 700 et 800 milliards de francs CFA par an. Et après cet ajustement, la Côte d'Ivoire veut moins dépendre de l'importation au niveau de certaines denrées alimentaires. Le pays mise donc sur des entités agricoles clés. Le Sahara cette année aborde la sécurité alimentaire. Notre reporter s'est intéressé à la question en parcourant le parc des expositions.
les stratégies pour de meilleures semences et l'autosuffisance rizicole exposées. La souveraineté alimentaire, justement, au cœur de la 6e édition du Sahara, abordée dans le journal de 13h au magazine du dimanche. Hamza Diaby a reçu le commissaire général de ce salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Kwasi Kwaku André a parlé des enjeux de cet événement important du monde agricole. Voici un extrait de l'entretien. Ce salon aujourd'hui est une fierté pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région entière. Parce que on ne le dit pas assez, mais c'est un forum où tous les acteurs agricoles viennent pour s'inspirer des méthodes, viennent pour exposer leur savoir-faire et viennent pour rencontrer d'autres choses, pour améliorer ce qu'ils font déjà. Nous avons aujourd'hui un parc d'exposition qui est sublime, une beauté, un joyau. Et donc déjà, quand on y va, on voit d'autres choses que ce qu'on voyait. C'est déjà une innovation. En plus, les activités qui s'y tiennent, il y a des ajouts à chaque année. Et cette année, par exemple, nous avons commencé, après la cérémonie d'ouverture, par les assises du Sahara. Les assises du Sahara, c'est rien d'autre qu'un panel de haut niveau. Un panel animé par des ministres d'agriculture, par des experts agricoles de hautes institutions agricoles. Et donc, après ce panel de haut niveau, on a aujourd'hui, pour être conforme à la vision du président de la République, qui a dédié cette année 2023, année de la jeunesse, institué une journée spécialement dédiée à la jeunesse. Donc il y aura donc une année jeunesse et il y aura la contribution de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Tout pays qui organise un salon ici attend forcément des retombées économiques, mais pas seulement économiques, même touristiques et autres. Mais pour rester sur le plan économique, sachez que déjà en 2015, quand on revenait pour la relance du Sahara, de 38 milliards à 238 milliards en l'espace de 3 éditions. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il y a un contrat, une convention qui sera signée demain à hauteur de 300 millions d'euros. Dans ce développement agricole, les enseignants et les chercheurs sont d'un apport important. Demain lundi, c'est la rentrée dans toutes les universités, comme à Jean-Laurent-Guédé de Daloa. Près d'1 millier de nouveaux bacheliers y sont attendus. Charles Tatou. Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, fait partie des villes universitaires de la Côte d'Ivoire. Ici, la particularité de cette institution universitaire est la formation des cadres experts en matière de production végétale afin de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire et celui de la sauvegarde de l'écosystème. L'institution empruntera le nom d'un digne fils de la région, le professeur Jean-Laurent-Guédé. Cette université est aujourd'hui une entité qui comporte 5 UFR. Nous avons l'UFR de l'agroforesterie. Ensuite, l'UFR de l'environnement. Comme toutes les universités de Côte d'Ivoire, Jean-Laurent-Guédé est à pied d'œuvre pour bien attaquer la rentrée académique 2023-2024. Nous préparons également cette rentrée-là en tenant compte du bilan de l'année précédente. Ce bilan, qui, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, nous a permis donc de voir l'évolution de nos étudiants en termes de succès. Et ces succès au niveau de la première année que nous avons trouvé quand même un peu bas, parce que nous avons des taux de réussite qui tournent autour de 50%, parfois même moins. Et pour nous, en tant que formateurs, il est important de prendre des dispositions pour relever ce niveau-là. Du côté de la direction de l'UFR des sciences sociales et humaines, regroupant 3 départements, notamment les unités pédagogiques de sociologie et d'anthropologie, de géographie et d'histoire, on s'active. Quelqu'un qui est formé en sciences sociales et humaines à Daloa, au-delà de sa compétence de sociologue, d'anthropologue, d'historien ou de géographe, il a aussi des notions de l'agroforesterie et de l'environnement, ce qui ne se fait pas dans les autres universités. L'UFR de l'agroforesterie et l'UFR de l'environnement constituent la thématique de cette université. Elles garantissent l'avenir des étudiants qui y passent. Nous avons les parcelles expérimentales pour que nos enfants soient vraiment formés à l'agroforesterie,
et lorsqu'ils sortent d'ici, ils soient des cadres compétents. Les filières que nous développons ici sont des filières qui doivent accompagner le producteur en exerçant ses activités, mais une activité, je dirais, durable, qui tient compte vraiment de la préservation de l'environnement et aussi de la santé de la population. La direction des ressources humaines n'est pas en marge des préparatifs. À quelques jours de la rentrée académique, l'on constate la présence de certains étudiants dans les locaux de l'université. De nombreux bâtiments sont sortis de terre. Il s'agit des édifices des TD, des TP, de la scolarité et de l'hébergement des étudiants. La mise en service de toutes ces infrastructures permettra à Jean-Laurent Guédé de prendre toute sa place d'une université de référence. Et c'est aussi la rentrée à l'université de Bondoukou de Melendi. C'est la toute première rentrée, puisqu'elle est nouvelle, cette université. Dans la ville, les populations sont heureuses d'en avoir une. Elles se disent également prêtes à accueillir les étudiants, les enseignants et le personnel d'encadrement. Le reportage d'Emmanuel. Université de Bondoukou, la dernière née des établissements d'enseignement supérieur public de Côte d'Ivoire, ouvre ses portes ce lundi 2 octobre. À moins de 24 heures de cette rentrée solennelle, les ouvriers sont encore à la tâche pour les dernières retouches sous l'œil vigilant des responsables de l'université. Des coups de balai sont donnés ça et là pour débarrasser les artères de la poussière. Le bâtiment qui abrite la présidence de l'université, l'école d'architecture et d'urbanisme, ainsi que les amphithéâtres et les restaurants entièrement terminés, donnent fière allure. L'université est prête à démarrer ses activités administratives et également ses activités académiques. Ici, nous sommes dans une université qui est prévue être construite en 4 phases. Nous ne sommes qu'à la première phase qui est capable d'accepter 3000 étudiants avec 1000 lits d'hébergement. Mais à terme, c'est 20 000 étudiants qu'on attend ici, avec 3000 lits. Dans les résidences universitaires, les lits sont déjà installés, tout comme le réfectoire qui est prêt à accueillir les étudiants. Les amphithéâtres et les salles spécialisées ont aussi reçu tous les équipements. Le président de l'université indique que les étudiants pour ce premier contingent seront tous logés dans les résidences universitaires. Les dispositions adéquates ont été déjà prises à cet effet. On n'aura pas ici des étudiants qui vont lutter des bancs. Dans la ville de Bondoukou, élus et cadres, guides traditionnels et religieux, citoyens lambda et élèves sont tous heureux de bénéficier d'une université dans leur région. Pour eux, cette infrastructure universitaire va donner un coup d'accélérateur au développement du district du Zanza. C'est vraiment une satisfaction pour moi et surtout pour nos enfants qui viendront étudier dans cette université. Il y a des bacheliers même qui sont restés dans leur village puisqu'ils n'ont pas de contact ailleurs. Et cette université viendra à résoudre beaucoup de problèmes. Merci au chef de l'État pour l'université de Bondoukou, tant attendue. C'est une université régionale parce que aujourd'hui, Bondoukou, Bouna et Abengro vont se frotter les mains. Nos enfants n'iront plus à Abidjan pour Cambodge, comme on le dit. Pour cette première phase, ce sont 510 étudiants qui seront accueillis dans cette université, qui est un véritable joyau architectural construit sur une superficie de 305 hectares. La fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2023. Nous parlons aussi de l'appel socle de ce développement des infrastructures. Une session de formation a réuni récemment à Yamoussoukro les médiateurs délégués. La rencontre a porté sur un soutien des femmes qui ont aussi droit à la terre. Les spécialistes des questions genre de l'Agence foncière rurale l'ont bien expliqué au micro de Kader Sogodogo. Accroître la cohésion sociale tout en réduisant les conflits fonciers et en apportant un soutien économique aux femmes pour un sort des communautés à travers l'accès aux terres. C'est tout le sens du projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière, AFPF. Pour une meilleure mise en œuvre du projet qui a démarré depuis 2021, une session de formation se tient à Yamoussoukro à l'endroit des médiateurs délégués de la République. Le projet est financé à la hauteur de 5 millions de dollars sur une durée de 3 ans. C'est un projet pilote mis en œuvre dans 3 régions du Nord et 3 régions de l'Ouest à Côte d'Ivoire en 2021-2024. Une aubaine pour les médiateurs de la République dans ses actions de lutte contre les conflits au sein des communautés. Nous devons être forts pour instruire nos populations, pour que ces populations prennent le temps de réfléchir sur la question et donc faire en sorte que la femme accède effectivement à la propriété foncière.
L'agence foncière rurale, FOR, est partie prenante de la formation. Les femmes ont besoin d'avoir accès aussi à la terre au même titre que les hommes pour leur autonomisation foncière. Donc que les règlements des conflits soient sensibles aux gens afin que tout le monde soit satisfait. Cette session de formation a été rendue possible par l'Agence des Nations Unies pour le développement, l'USAID, qui la finance. Alors maintenant, dans le nord du pays, à Korogo, Fidel Boroton Sarasoro, installé à la tête du conseil régional du Poro, vainqueur des élections du 2 septembre, Timoko Yade Koulibaly lui a passé le flambeau du développement, une mission qu'il entend réussir avec l'implication de tous. Ami Sissoko. Nouveau président du conseil régional du Poro, Fidel Sarasoro est investi dans sa fonction par le préfet de région du Poro, André Ekonou. Il sera épaulé dans sa tâche par 6 adjoints, dont une femme. C'était en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, des autorités administratives, traditionnelles et des populations qui attendent beaucoup de cette équipe. Nous sommes certains qu'avec le nouveau président, le ministre Sarasoro, nous allons aller plus loin. Parce que connaissant son carnet d'adresses qui est assez fourni et connaissant également sa capacité de résilience et tout le travail qu'il a fait à côté du président, nous avons bon espoir que la région du Poro va se développer davantage. Je l'ai connu, je l'ai côtoyé et je sais que c'est un technocrate. Et je sais que c'est quelqu'un qui est là pour le développement. Nous voulons bien que, avec tout ce qu'il apprend au niveau du cabinet du président de la République, eu égard à toutes ses compétences et qu'il les apporte ici d'abord dans le Poro, voilà, afin que d'autres régions puissent s'en inspirer. Fidel Sarasoro succède à Timoko Yade Koulibaly qui ne manque pas de l'encourager à rester au service de la population. Toutes les qualités que nous connaissons nous permettent d'être très fiers et d'être très sécurisés sur le lendemain qui viennent. Le nouveau président du conseil régional du Poro a exprimé ses remerciements au chef de l'État Alassane Ouattara avant de dévoiler ses ambitions. Nous sommes dans une zone de fragilité écologique. Il s'agit pour nous de nous assurer, ou en tout cas de travailler à la restauration et la protection de l'environnement. Nous avons également l'intention de créer un cadre qui favorise l'emploi durable pour les jeunes. Nous nous proposons également de créer un environnement propice à l'épanouissement des femmes. Le bureau du conseil régional du Poro compte 70 conseillers. Fidel Sarasoro a été élu avec 95,78% des voix lors des élections régionales du 2 septembre dernier. Le clou de la cérémonie d'installation, un conseil offert dans la soirée par Fidel Sarasoro et Lassina Ouattara, le député maire de Korogo. Un moment de réjouissance et de cohésion. Merci à la population du Poro, merci à Korogo. C'est un sentiment de gratitude, un sentiment de remerciement, un sentiment de reconnaissance que nous avons envers vous. Ce moment de communion a été fort apprécié des populations. Le concert était extraordinaire, à l'ampleur et à la grandeur du peuple. On est content et maintenant on va se mettre au travail comme le ministre a dit. Le concert était vraiment super, on s'est bien éclaté. Il y avait les feux d'artifice, moi j'ai adoré cette partie. L'ambiance est conviviale et c'est ce que nous souhaitons pour la ville. Que tous les fils et filles de la région se mettent ensemble un soir pour communier. J'ai aimé Ariel d'abord, et puis Rosélie Layo, et puis Ismaël Isaac aussi. Ismaël Isaac, Roselyne Layo, Ariel Chené et bien d'autres ont fait la fête avec la population du Poro jusqu'au petit matin. Et côté municipal, c'est aussi la prise de fonction à Ara, le conseil municipal installé à sa tête Arlette Badou-Nguesson. Voyons la cérémonie à la salle des fêtes de la mairie avec Patricia Omouetia. 33 conseillers municipaux de la commune d'Ara viennent d'être installés par le préfet du département. Ils ont désormais à charge les affaires de la commune, notamment voter le budget, gérer le patrimoine, une mission qu'ils accomplissent depuis les 5 dernières années.
Merci aux membres du conseil municipal de 2018 à 2023. Je dis merci au conseil municipal de 2023-2028 qui vient de s'installer pour les efforts, l'engagement et l'accompagnement dans la mission qui nous a été confiée par nos parents. Nos mamans, nos sœurs, nos filles qui se sont engagées comme une seule femme depuis 2018 à nos côtés pour faire de la commune d'Ara une belle commune, une commune enviée. Le préfet du département d'Ara exhorte l'équipe à travailler résolument pour le développement économique de la commune. Je demande à toute l'équipe municipale d'être solidaire. Parce que le bilan, à la fin, est le bilan non pas seulement de Madame le maire, mais de vous tous. Non seulement la solidarité, mais la loyauté. Les conseillers municipaux ont pour mission de travailler avec le maire pour la bonne marche des activités de la commune et sont appelés aussi à élire ou désigner des représentants dans les instances intercommunales. En religion, maintenant, troisième consécration de la Côte d'Ivoire, la Vierge Marie, une prière commune, marquait l'événement dans plusieurs sanctuaires du pays, notamment Notre-Dame d'Afrique de Biétry, le sanctuaire marial national d'Abidjan dans la commune d'Atékoubé et celui d'Issia. L'objectif de ce grand rassemblement spirituel est de confier à nouveau la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie, mère de l'Église. Notons que la Côte d'Ivoire avait été officiellement consacrée à la Vierge Marie pour la première fois par le Saint-Pape Jean-Paul II en 1980 lors de sa première visite. La deuxième consécration a eu lieu le 10 septembre 1990 lors de l'inauguration de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Des prières exaucées en témoigne évidemment en sport cette bonne nouvelle aux couleurs jaunes et noires. La SEC Mimouza est qualifiée pour la phase de poule de la Ligue des Champions CAF au stade de la Paix des Bouaké. Les jaunes et noirs ont battu les Libyens de Al-Ali Benghazi sur le score de 2-1. À l'aller, les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 0 but partout. Depuis 2019, aucune équipe ivoirienne n'avait accédé à la phase de poule de la Ligue des Champions. Et voici maintenant une revue de l'actualité qui a dominé le monde cette semaine. Les principales informations en 7 jours dans le 7 sur 7 avec Angela Diallo. Les autorités en charge de la transition au Mali ont annoncé le report de l'élection présidentielle de février 2024. Ils accusent une entreprise française de conserver une base de données nécessaire à l'organisation du scrutin. Bamako a une dette de plus de 5 milliards de francs CFA auprès de cette entreprise qui attendrait d'être réglée avant de finaliser le transfert. Dans la région d'Odessa, 26 drones russes ont été abattus par l'armée de l'air ukrainienne. Ce sont 38 drones Shahed de fabrication iranienne qui avaient été lancés au cours de la nuit. L'assaut a notamment visé le port d'Ismaïl. Au Burkina Faso, une tentative de coup d'État a été déjouée ce mercredi. C'est à la télévision nationale que l'information a été donnée. Le lendemain, le parquet militaire a indiqué avoir ouvert une enquête sur la base de dénonciation faisant état de complot contre la sûreté de l'État. L'Italie veut renforcer les contrôles sur les mineurs étrangers non accompagnés. Désormais, ceux qui seront incapables de prouver leur âge réel seront soumis à des tests médicaux et anthropologiques. Si ces tests ne confirment pas qu'ils sont mineurs, ils seront expulsés. L'épouse de l'ancien président Ali Bongo a été inculpée. Après une audience par un juge d'instruction, Sylvia Bongo est assignée à résidence pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Au Zimbabwe, au moins 9 mineurs ont été tués. C'était lors de l'effondrement d'une mine d'or près de Chegutu, à 120 km à l'ouest d'Harare. Le ministre des Mines a confirmé que 21 mineurs avaient échappé à la catastrophe.
Ce dimanche, une forte explosion a retenti dans la capitale turque, Ankara. C'était à proximité du Parlement qui devait ouvrir sa nouvelle session de travail. Selon les médias turcs, des échanges de tirs ont également été entendus. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé un attentat terroriste. Ali Yerlikaya indique sur son compte Twitter devenu X que l'un des terroristes est fait exploser et l'autre a été neutralisé. Nous allons terminer avec ce communiqué du ministère du Commerce. Dans le cadre des concertations entre le gouvernement et les acteurs du transport routier pour réduire l'impact de l'ajustement des prix à la pompe du gasoil et du super, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME porte à la connaissance des opérateurs économiques l'engagement des transporteurs à maintenir les tarifs en vigueur appliqués pour le transport des personnes et des marchandises. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME tient à saluer la solidarité dont a fait preuve les acteurs du transport routier et la constance de leurs efforts dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Par conséquent, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME rassure les populations que les ajustements tarifaires du carburant n'auront pas d'incidence sur le prix des produits de grande consommation et ne seront pas un prétexte d'une perturbation du marché impliquant des hausses excessives de prix. Par ailleurs, il est rappelé aux opérateurs économiques le principe de l'information préalable et la concertation avant toute révision de prix des denrées de grande consommation en général et en particulier les prix des produits soumis à la réglementation des prix et de la concurrence conformément au décret du 9 mars 2022. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, tout en invitant les populations au signalement de toute hausse de prix, exhorte l'ensemble des acteurs au strict respect de la disposition suspensionnée. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Les équipes du ministère en charge du commerce restent mobilisées sur le terrain en vue de lutter contre toute pratique spéculative. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h demain, 20h. Retrouvez Fatou Fofana ce soir. Le sage nous apprend que quand le doigt fait mal, l'œil ne peut avoir le sommeil. Je vous souhaite une fructueuse semaine.